Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Mjolnir Training. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des compétitions françaises avec Julien Guilg qui est avec nous, qui va se présenter juste après. Donc juste pour rappel, Julien, c'est 23e français aux Open en 2025 cette année. Et, il a gagné du coup les 5-7 en élite cette année. Il a fait un podium aux Affiliate Battle avec sa team et avec Q notamment. Il est finaliste donc dans les individuels des Marseille Srodon cette année et il est aussi ambassadeur du coup de Mjolnir. Du coup, à mes côtés, Luc Millier, en complément de Julien Guilg, responsable de la programmation Mjolnir et organisateur des Alsace Strodom. Au menu d'aujourd'hui, progression éclair de Julien, coulisses des compétitions majeures en France, comment survivre financièrement quand on choisit le CrossFit à temps plein et ce que les éditions 2025 nous disent déjà sur 2026. On commence avec Jus. Là, j'ai des petites notes sous les yeux. Tu as fait du ski. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait au ski et comment est-ce que tu es venu au CrossFit? Donc, moi, avant de venir au CrossFit, j'ai fait environ 10 ans de compétition dans la vallée de Münster. Et après, on allait un peu partout. On était tout le temps en stage en Autriche, en Suisse, etc. Et en fait, à la fin, je me suis fait un petit ligament croisé. Du coup, c'est comme ça que je connaissais déjà Vic, qui m'a dit viens au CrossFit, tu pourras bien te réathlétiser et tout. Et moi je voyais ce qu'il faisait, ça me tentait, donc je suis venu, j'ai commencé comme ça et depuis après j'ai arrêté le ski. Et c'était quoi en 2019 la blessure et le CrossFit c'était ouais, en gros j'avais déjà fait mes séances d'essai en 2019 juste avant la blessure. J'avais fait 3 fondations. Ouais. Donc j'avais fait mes 3 fondations et après ça c'était en septembre et le mi-octobre je me suis blessé. Donc après il y avait le Covid etc. Et j'ai commencé vraiment le CrossFit je crois en 2021 chez Ross qui avait un home gym et après dès que ça a réouvert les salles je suis venu là. Qu'est-ce qui t'a accroché du coup sur le CrossFit plutôt que le ski? Tu aurais pu reprendre le ski? C'est quelque chose que tu avais envisagé? Ouais, j'ai continué un peu après. J'ai refait des compétitions locales et tout, mais forcément, j'avais plus le niveau des gars avec qui je me battais avant la blessure. Et même, j'avais perdu un peu cette petite flamme au fond de moi que justement, j'ai trouvé en CrossFit après, le dépassement de soi et tout. Et c'est vraiment, même l'ambiance ici, j'ai accroché direct. Voilà. On parlait, Luc disait rapidement que tu étais 23e français à l'Open 2025. Je vais parler rapidement des rankings parce que du coup on va faire un petit travail de recherche avant de te recevoir. C'est quand même marrant de voir du coup 54 000 en 2021 et du coup en 2025 tu es 526e. Je parle mondial, donc c'est sûr que c'est quand même une grosse différence en peu d'années finalement, donc c'est quand même à notifier. Est-ce que tu as une méthode? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu évoluer comme ça? Ouais, c'est sûr. Après, je pense que c'est juste que dès le début, je me suis impliqué vite. J'ai direct suivi Mjolnir au final. J'ai fait quelques autres classes, mais vu que j'avais déjà commencé beaucoup avec Ross et Victor, chez lui dans son home gym, au final, je suis vite passé en free access et avec le groupe Mjolnir. J'avais la chance de pouvoir m'entraîner l'après-midi avec Luc, Isa, Flora et tout à l'époque. Donc c'était cool, j'étais quand même entre guillemets encadré à ce moment-là. Et après, avec Mjolnir, tout le groupe, on s'est entraîné. J'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner beaucoup en parallèle de mes études, parce qu'avant je faisais une licence à Strasbourg, mais j'avais pas mal de moments libres, donc j'ai pu beaucoup m'entraîner durant ces années. Donc voilà. On voit un gros palier entre 2023 et 2024. Du coup, tu es 6793e monde en 2023. En 2024, tu es 726e. En 2025, du coup, 526e. Alors, ce qu'on disait avant avec Luc, c'est que entre 2023 et 2024, la progression est moins grande, mais finalement, de passer de 200 mondiales à ce niveau-là, c'est quand même énorme parce que du coup, la c'est de plus en plus dur. Hein. C'est de plus en plus dur. Mais c'est vrai qu'il y a un gros palier 2023, quasiment 7000. Et après, 700, donc j'étais en fait je crois 2022, 2023, du coup, je suis parti au Canada pour mes études. Et en fait, c'est vraiment quand je suis rentré que je me suis investi plus et on le voit sur les résultats. Okay. Du coup, par rapport à ton classement de cette année, du coup, moi qui suis l'actualité, je me suis posé la question pourquoi t'as pas continué pour les semis, pourquoi t'as pas voulu aller plus loin dans le process, on va dire classique de CrossFit. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait pas? Comment tu... Alors en fait cette année j'ai fait le choix et j'en avais parlé avec Luc aussi de pas faire les semis en ligne parce que déjà c'était en ligne donc l'expérience elle est pas incroyable, surtout qu'il y avait pas beaucoup de monde qui les faisait également au Grillen.
Et en plus, on enchaînait direct avec les 5-7. On sortait d'une grosse période de qualification. Donc, tout enchaîner, ça faisait beaucoup. C'était un moment où je sentais que j'étais un peu cuit et j'avais pas envie de me cramer pour le reste de la saison. Je savais que ça irait pas plus loin, donc j'ai pris la décision de faire l'impasse cette année là-dessus. Tu as priorisé du coup les compètes françaises, celles qu'on va parler justement après, voilà. Plutôt que du coup un schéma plus... Ouais, c'est ça. J'ai préféré prioriser les compètes physiques, quoi, plutôt que faire une compète online avec peu de gens inscrits, donc pas vraiment représentatif dans certains niveaux. Si ça change pas l'année prochaine, tu penses partir sur le même... comme dit, on sait même pas quel sera le format CrossFit l'an prochain, donc ça, je sais pas pour l'instant. Okay. Première compétition à laquelle vous avez participé les deux, les 5-7 Pro d'hommes. Du coup, Julien, t'as fini premier en élite indiv et Luc 3e. Sachant que Luc, toi, t'avais, si je me trompe pas, gagné déjà 2 fois les 5-7. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, quels sont les moments clés? Qu'est-ce que vous avez pensé de la programmation? Vous en avez déjà parlé dans un podcast. Ouais, on en avait parlé, mais là, la différence cette année, c'est qu'ils avaient une grosse arène avec un super rack, un équipementier. Donc ça a vraiment, je pense, quand même fait une autre dimension à la compète. Les WOD étaient aussi, je trouve, plus équilibrés que les années d'avant, où il y avait peu de poussées, plus de tirages, par exemple. L'année dernière, on avait les bras pétés, par exemple, et pas cette année. Donc c'était plus équilibré, tu vois, on n'avait pas ces douleurs-là qu'on avait pu avoir les années d'avant. Et franchement, c'était une super édition et je suis super content que Jus ait pu et à la fois me battre et gagner. C'est bien parce que ça permet de voir l'évolution, tu vois, parce que l'année dernière, voilà, selon les WOD, etc., même la gestion. Tu avais été premier? Ouais. Je pense que les WOD jouaient aussi, tu vois, mais même l'expérience aussi, etc., ça joue. Et là, cette année, on voit que, tu vois, il a mûri et je pense qu'il s'est quand même mieux senti. On reparlera, il y a toujours, voilà, des choses à améliorer sur la nutrition, des choses comme ça, mais ouais, en tout cas, ça s'est mieux transféré, quoi. Du coup, pour en revenir sur les 5-7, moi, je trouve vraiment que c'était une super édition. On en avait déjà parlé. Mais maintenant que les autres grosses compétitions françaises ont eu lieu, franchement, je trouve que c'est une compétition qui a rien à leur envier cette année. Du moins, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment top, même s'il y avait un petit peu moins de monde, pas moins d'athlètes, moins de spectateurs, etc. Le floor, l'organisation et tout, en tout cas, ils ont rien à leur envier. Et ouais, moi, franchement, l'an dernier, du coup, j'avais aussi fait un indiv élite avec Luc et j'avais fait 4e, donc au pied du podium. Donc cette année, je venais pour prendre la revanche. Franchement, c'était plutôt cool. Le week-end a directement bien commencé pour moi avec un WOD full gym. Donc que j'ai pu gagner et après j'ai réussi à tenir la première place tout le week-end malgré quelques petites contre-performances. Après, pour moi le tournant, j'avais vu un peu le snatch, t'as fait une petite prise de risque tout à la fin du... Ouais. C'est vrai que quand tu vois tes concurrents, du coup il y avait Luc, il y avait aussi Elliot. Du coup vous étiez les trois un peu guéguerre, on savait pas trop comment ça allait se passer, mais c'est vrai que t'as mis un peu plus que prévu, t'avais loupé une barre je crois. Ouais, c'est ça. T'es passé après là, t'as fait un plus... plus 10. Ouais, mais en fait on avait un AMRAP 10 minutes, c'était 12 chest je crois et 4 squat snatch à 70 et à la fin de l'AMRAP on avait 5 minutes pour trouver un max. Donc moi j'ai mis 90, j'ai raté, j'ai mis 100, je le passe mais chaud. Et je vois tout le monde aux alentours de 100, 105 et je me suis dit si je veux gagner il faut prendre un risque maintenant. J'ai mis 110, elle est passée. Donc voilà, ouais, c'est sûr que là j'avais pris une petite avance et derrière il y avait un mode sprint, bike et burpee, c'était 40 cal bike et 20 burpee over dumbbell. Et là c'est un WOD que je redoutais un peu parce que il y avait des gros etc. Et en fait j'ai fait un super WOD que je gagne aussi. Et à partir de ce moment-là, la compétition était à peu près faite. Moi, je me souviens, on a regardé les gens faire et on s'est dit t'avais le plus petit gabarit et il y avait plein de gens qui disaient ça va être compliqué et finalement c'est bien ça. Non, mais après moi le bike arc c'est un ergo que j'aime bien donc ça j'ai poussé dessus et derrière les burpees débranchés ça a marché. Qu'est-ce qui t'a placé sur le podium Je pense la constance. Je crois pas qu'il y a eu de WOD où vraiment j'ai pris cartouche quoi. Genre le premier WOD, moi je le redoutais beaucoup, mais il était tellement dur par rapport au niveau de la compète que j'ai fait finalement 5e. Donc tu vois par exemple ça, et du coup j'ai fait je crois pire sur le bike où je fais 7e, ou peut-être même pire, je sais plus. Donc des fois c'est des WOD où tu penses que tu vas vraiment prendre cartouche, mais comme c'est très dur pour tout le monde, ça se nivelait quand même un peu. Je suis très content de ma 3e place. Je sais plus combien il y avait de points avec Elliot, mais voilà, peut-être c'était possible avec peut-être une meilleure forme. Moi j'ai eu 2-3 trucs, tu vois, genre le snatch. Je crois que je fais 100 tout juste, du coup je mets 105, je passe, et 110, j'avais plus trop le temps. Bon, voilà, le snatch c'était compliqué, mais de petites choses comme ça, mais j'étais quand même content de la compète. C'était pas l'édition où je me sentis le mieux, mais c'était, je pense, mon niveau actuel, quoi. Après, on voit que le niveau 5-7 sur les élites indiv, en tout cas, c'est vrai que le niveau, il est quand même, même indiv en règle générale, il est quand même assez élevé. Après, dans les teams, c'est pas forcément les mêmes programmations. C'est vrai que
la programmation indiv, elle était, franchement, elle était dure. Hein. Ouais. Enfin, vous êtes mieux passé pour le. Ouais, cette année, les WOD étaient vraiment, on a vu le WOD 1, tu vois, c'était vraiment, ça se voyait la diff, quoi. C'était pas juste des petits WOD et avec du keeping et ciao, quoi. C'est aussi une volonté, je pense, de sa part de peut-être prioriser ce genre de. Bon, moi, je trouve ça bien comme format, ça se rapproche un peu plus des gros throwdowns qu'on peut avoir, quoi. Ouais, moi, pour ce qui est de la programmation, franchement, j'ai vraiment bien aimé. On a eu de tout. Ouais, il y a eu du lourd, il y a eu de la gym, donc vraiment pour tous les gabarits, il y en avait. Donc même la prog, j'ai trouvé complète, franchement cool. Hein. Deuxième compétition qui est arrivée un mois après, je pense. Les Alsace Throwdown, c'était un mois et demi peut-être après. Ouais, les Alsace, c'était mi-mai, je crois, les 5-7, et les Alsace, c'était un mois et demi après, fin juin. Du coup, Julien, toi, tu l'as pas fait cette année-là. Vous étiez premier en élite l'année dernière. Ouais, Quentin. Du coup, cette fois-ci, vous l'avez pas fait. Toi, Luc, du coup, tu es organisateur de la programmation. Oui, j'ai pas fait non plus. Tu l'as pas fait, mais on me demande tous les ans. Comment tu gères cette partie-là, la logistique, la programmation, parce que du coup, tu fais la logistique et la programmation. Moi, c'est là où je m'éclate le plus quand même, c'est de programmer les WOD, tu vois. Donc, j'ai quand même beaucoup en repère pour le coup, tout ce qui est genre les anciens, les régionales et les games. Bien sûr, c'est pas les games, mais avec le matos qu'on peut faire, etc. J'essaie quand même de faire des WOD assez cool et durs aussi, tu vois, pas que ce soit facile. Alors, il faut que ce soit, entre guillemets, élégant, mais entre guillemets, le fun, il passe en deuxième, même si je pense c'est quand même cool, mais vraiment le test de fitness, quoi. Par rapport aux EFC où finalement le test de fitness, je mets peut-être en 2 et le fun en 1, tu vois, parce que c'est pas le même public, quoi. Donc, franchement, c'était chouette. On est très content avec Isa. On a eu beaucoup d'aide, beaucoup de volontaires, des gens internes à la boxe, des gens externes à la boxe qui sont venus nous aider à monter le rack, à juger, à préparer tout ce qui est scorecard, etc. Donc, franchement, on a beaucoup d'aide. Et ça, voilà, c'est vraiment une chance. Et du coup, ça nous permet de continuer. Combien de temps de préparation sur une édition? Enfin, finalement, c'est un travail d'une année, mais je veux dire. Après, tout ce qui est recherche de volontaires, etc., je dirais que 4-5 mois à l'avance. Et ensuite, ça, c'est Aline qui a géré et petit à petit qui a créé les équipes avec les dispos de chacun, qui a fait les Excel, etc. Ça, c'était assez galère parce qu'on a eu 13 annulations, je crois, une semaine avant les Alsace, entre les 7 jours et le jour J, quoi. Donc ça, c'était pas évident à gérer. Voilà. Après, tout ce qui est, par exemple, toi, DJ, équipementier, ça, il faut déjà... J'ai déjà envoyé un mail pour l'année prochaine, juste pour dire, voilà, on fait à cette date-là, est-ce que vous êtes dispo? Donc ça, c'est. Caler déjà la date, ça c'est aussi un choix fort, quoi. Il faut tout de suite caler la date parce que du coup il y a tellement de compétitions que si tu la places pas tout de suite. Ouais. Au départ, on était fin juillet, je me souviens. Ensuite, puisque Marseille était fin août, finalement on était à la fin de toutes les grosses compètes et du coup on n'avait pas envie non plus que les gens ne viennent pas à cause de ça. Donc on s'est mis début juillet et finalement l'année dernière les affiliés se sont mis début juillet alors qu'ils étaient mi-juillet ou la semaine d'après, juste avant les Normandies. Et du coup, voilà, je me souviens, Mika m'avait envoyé un mail gentil, tu vois, on dit, voilà, nous on va le mettre là, est-ce que toi ça te dérange? Je dis, moi ça me dérange pas, je le fais à la maison, donc je pouvais le faire le week-end d'avant. Finalement, c'est bien aussi, est-ce que voilà, t'as des gens qui font tout, d'autres qui choisissent. Après, on n'est pas dans les plus grosses compètes, mais je trouve ça bien d'être fin juin, c'est bien placé, je pense. Et du coup, la spécificité des Alsace, c'est justement ça, quoi, le fait d'être à la maison par rapport aux autres grosses compétitions françaises ou compétitions où maintenant les gens s'exportent dans des grosses salles de plus en plus. C'est sûr que t'es finalement l'une des peut-être seules, je sais pas, en référence je parle. Oui. Il doit y en avoir d'autres, mais peut-être un poil moins connu. Ouais, c'est un choix de notre part, je pense. Pas par fainéantisme, mais parce qu'on fait plein d'autres choses et parce qu'on a une belle box et qu'on se dit qu'on peut le faire. Si vraiment on avait une box qui n'était pas axée pour ça, ça fait longtemps qu'on aurait changé. Mais comme ça fonctionne, du coup on se dit ok, ça va être un peu moins bien parce qu'il y a pas, on va pas avoir un rack aussi grand que les autres. Mais du coup on va essayer de compenser par autre chose. Donc et faire un WOD à l'extérieur au 15-2 ou à la base nautique, avoir une prog bien gérée, avoir des volontaires qui se débrouillent très bien, qui jugent bien. Et donc du coup ça nous permet d'avoir quand même un bon niveau. C'est sûr, c'est pas les French, mais comme on a un bon niveau global, ça nous permet aussi d'avoir du cash. Bon, pareil, c'est pas des milliers, mais voilà, ça se démarque par rapport aux autres petites compètes. Donc toutes ces petites choses-là, moi j'aime bien. J'avais souvenir au début des compètes comme ça dans les box, j'avais bien aimé. Il y avait les Swiss Alpine Battle, je me souviens, ils faisaient dans un gymnase, mais c'était assez petit. Ils avaient quand même plein de mecs des games, etc. Donc, et c'est des super souvenirs, quoi. Donc, on a voulu garder ça. Ouais, je pense que maintenant, finalement, ça fait la démarcation, quoi. Ouais. Je pense que les gens, ils aiment ce genre de choses, hein. Ouais, ils savent à quoi s'attendre. De toute façon, on communique pas sur le fait que, sur des choses qu'on va pas pouvoir leur donner, mais on peut leur donner autre chose. Et voilà, je trouve ça cool. Franchement, tous les ans, il y a des gens qui reviennent, on a des nouvelles têtes, des personnes qui sont dans des box ou dans des teams assez connus, donc c'est chouette. Julien, du coup, t'as pas fait cette édition.
Mais comme on a dit avant, tu avais gagné l'édition 2024 en team. Tu n'as pas fait, je pense, parce que du coup, au niveau du planning, ça, c'était compliqué. Ouais, voilà, en fait, l'an dernier, j'ai enchaîné les deux. Avec Quentin, on a fait les Alsace et la semaine d'après les AFI. Et franchement, comme j'ai dit, j'ai mal vécu le fait d'enchaîner les deux. La moitié du week-end des AFI, j'avais plus envie. Nerveusement, c'était dur. Donc cette année, j'avais décidé de pas la faire. Après, on m'a quand même proposé plusieurs fois de faire en team, mais j'ai vraiment décidé de me focus sur les AFI, être en forme. En plus, j'avais aussi les Marseille fin du mois. Donc ça faisait beaucoup d'enchaîner tout ça. Donc ouais, cette année. Ça t'avait préparé ton planning, c'est des choses que tu anticipes maintenant? Ouais, ça c'est l'an dernier, j'ai coché les 5-7, les AFI, les Marseille, ce que je voulais faire. Donc chose faite. Et après voilà, les Alsace, c'est une compète que j'ai fait chaque année depuis que j'ai commencé un peu la compète en CrossFit. D'abord j'ai commencé en scale, après j'ai fait une fois en Indiv Elite, je m'étais fait rouster un peu. Après on a fait l'an dernier avec Quentin en team, on a gagné. Et voilà, peut-être l'an prochain de nouveau, selon le planning, on verra. Et en tout cas, c'est toujours une compète que je kiffe, c'est à la maison, y a tout le monde qu'on connaît, c'est facile pour les parents et tout de venir voir, donc c'est pratique aussi, quoi. Cool. On va embrayer du coup sur les affiliates battle. Du coup, rappel de classement, tu étais premier en élite en élite team en 2024, deuxième en 2025. Ouais. Luc, tu étais aussi présent en élite Indiv en 2024 et du coup en team élite cette année. Du coup, la différence entre les deux années, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, des points positifs, négatifs? Ouais, après, moi je trouvais que l'an dernier c'était vraiment une édition parfaite. Cette année, c'était très très bien. Il y a eu quelques petits détails, mais c'est toujours compliqué à gérer, je pense, sur un événement de ce niveau. Mais franchement, la compète, elle reste incroyable. C'est une de mes compètes préférées quand même. Et ouais, l'an dernier, on a gagné. Cette année, il y avait une team très très solide devant. Après, voilà, on ne sait pas exactement comment ça serait passé parce qu'ils ont annulé un WOD. Sans ce WOD, on était devant eux. Mais après, je pense que c'était quand même ça le plus juste. Ça se joue à pas grand chose, hein. Ça se joue à 10 points, donc c'est l'équivalent de 2 places sur le total du week-end. Ouais, donc. Sur 20 équipes en élite, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, voilà, fallait être meilleur sur le reste si on voulait gagner. Et la team de Vincent Pradier, Simon et Benjamin, ils étaient vraiment solides. Après, c'était cool de pouvoir se confronter à une team comme ça et que ce soit la guerre sur le week-end. Donc ouais, vraiment cool. Et toi, Luc? Ouais, du coup, l'année dernière, j'avais gratté une petite place si j'avais pas fait les qualifs. De toute façon, c'est une compète où je pourrais pas me qualifier. Mais du coup, en finale, j'arrive toujours un peu à me dépatouiller. En Indiv? En Indiv, ouais. Là, cette année, Mathieu et Léo, Mathieu qui est coach chez Mjolnir et Léo qui fait la prog, et ils m'avaient proposé. Et donc, je leur ai dit oui, avec plaisir. Tant mieux si je peux, compléter une équipe. Et en plus, j'avais jamais fait de compète avec eux. Et on s'est bien débrouillé. Je sais même plus combien on a fini, 8e, 9e, je sais plus. Mais bon, bref, on avait été repêchés en élite sur les qualifs qui avaient été un peu plus compliqués. Il y avait du lourd, etc. Donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, on s'est bien dépatouillé, on s'est super bien entendu. Donc nous, on a passé un super moment. On était à côté de la ligne 1 de Altaïs tout le week-end, donc on se chambrait même pendant les watts, donc c'était assez marrant pour le coup. Donc c'était vraiment fun, tu vois, on s'en fichait du classement et finalement on a quand même fait un bon classement, donc c'était génial. Voilà, oui, c'est sûr, comme il a dit Julien, l'édition de l'année dernière, elle était vraiment top. Cette année, voilà, il y a eu des couacs, ça arrive. Je pense, ils vont en grandir et puis ils s'en serviront pour l'année prochaine. Mais c'était une super compète que je referai avec plaisir. C'est l'occasion aussi de voir d'autres personnes qu'on voit pas le reste du temps dans le Nord, quoi. Là, c'est les crossfitters du Sud quand même pas mal, donc ça permet de montrer qu'on est présent aussi. Il y a quand même pas mal de Mjolnir, on était 40, je crois, environ dans toutes les KT. Il y a eu des podiums, etc. Donc franchement, c'était chouette, donc on refera avec plaisir. Ouais, juste un petit mot à ajouter. Voilà, j'ai discuté aussi avec Jocelyn au Marseille et il disait que lui, forcément, était un peu déçu qu'il y ait eu ces quelques petits couacs. Moi, je lui ai dit que ça représentait pas grand-chose, mais lui, pour tout le travail qu'il y a eu derrière, il était un peu frustré. Il m'a dit que dès le lendemain, ils ont recommencé à retravailler. Il m'a montré des plans pour l'an prochain et tout. Donc, je pense que... Après, c'est souvent cette volonté de toujours faire plus, alors que des fois, tu n'as pas forcément la nécessité, quoi. C'est ce que tu disais aussi. Tu fais un choix de rester dans la salle. Tu aurais pu avoir une salle aussi, une très grande salle ici. Je pense que tu aurais pu en avoir une à Colmar ou peu importe. Mais du coup, après, il faut aussi pouvoir aller aussi haut que les ambitions. Et des fois... vouloir trop faire, ça sert à rien, quoi. Ouais. Après, je pense qu'ils font bien aussi de viser un peu plus chaque année, mais voilà, cette année, il y a eu un ou deux petits couacs. Après, voilà, franchement, on peut pas leur en vouloir vu l'événement qu'ils proposent en France. On peut juste être trop content d'avoir ça et voilà. Ouais, c'est sûr. Et du coup, si on fait le parallèle, parce que du coup, le parallèle est souvent fait entre les affiliates, les Marseille, donc on va pas faire une comparaison entre les deux, parce que c'est pas du tout les mêmes compétitions. Mais du coup, le retour un peu sur les Marseille Trudom. Ouais.
Bah, franchement, moi, les Marseille, c'était en indiv. En plus, c'était plus compliqué. Franchement, j'étais pas, je pense, dans ma forme optimale, mais du coup, j'ai un peu moins bien vécu. En plus, forcément, quand on joue les avant-postes, c'est toujours un peu plus agréable que quand on joue un peu plus en bas du tableau. Donc voilà, après, c'était quand même une super compète, c'était une super programmation. Je pense que c'était pas une programmation qui m'avantageait parce qu'il y avait beaucoup de lourds et tout, mais c'était quand même des bons tests de fitness, des WOD que si j'avais juste fait à la boxe moi tout seul, j'aurais aimé. C'est juste que le fait que les gars soient meilleurs que moi et tout, forcément le WOD on le vit pas pareil. On était 24. 24 et tu étais 14e au qualif. J'ai fait 13e au qualif et je finis 19, mais il y en a deux je crois qui ont arrêté ou qui sont blessés. Ouais. Après tu fais du coup le malaise à la fin du WOD 1, je sais pas trop ce qui se passe, extinction des lumières, un petit malaise, je pars avec les secours, voilà. Dur de repartir sur le deuxième WOD, mais après franchement le vendredi soir j'ai bien mangé, bien dormi, et le samedi je me sentais vraiment en forme. J'ai fait des WOD vraiment corrects pour... Tu te sentais en forme, mais finalement, ton ressenti à toi, c'était ça. Mais après, moi, je le vois dans les sports de combat, des gens qui se prennent un KO, ils pensent que le lendemain, ils peuvent aller à l'entraînement. Ouais, c'est pas c'est sûr, mais après, voilà, moi, je voulais pas rester là-dessus. Je voulais vraiment vivre l'expérience, prendre tout ce que je pouvais prendre sur cette édition. Je suis pas allé à Marseille pour m'arrêter au bout d'un jour de compète, donc... C'est bien, ça montre aussi la force. Il y a des gens qui... non, c'est sûr. Franchement, même après le premier WOD, j'ai pensé arrêter. Hein. Je me suis dit... est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Là, j'ai pris vraiment un coup. Après, j'ai pensé à tout le boulot qui a été fait derrière pour en arriver là, et j'avais vraiment envie de profiter de l'édition quand même. Avant de revenir sur l'organisation, Luc, toi en tant que coach du coup, et quand il y a ce genre de choses qui arrivent pour un athlète, comment tu peux réagir? Comment t'adaptes ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est dur. Moi, j'ai dit à Jules, essaie de récupérer, de manger un peu si tu peux, et on va voir pour la suite. C'est sûr qu'on n'est jamais... j'étais pas à la place de Jules, donc je me rendais pas compte de comment il était, mais c'est vrai que... je lui ai pas dit d'arrêter, mais ça aurait... voilà. S'il m'avait dit, qu'est-ce que tu en penses que je dois arrêter? Oui, peut-être que je serais allé dans ce sens-là, parce que je préfère, tu vois, être sûr que, voilà, après, comme dit, s'il a senti qu'il a pu continuer ce qu'il pouvait, il a pas refait d'autres malaises après, donc ça allait. Donc voilà, après, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aller creuser un petit peu quand même, si on veut performer encore plus. Là, il est suivi par Anto, je pense que voilà, peut-être faire une prise de sang une fois dans l'année, voir un petit peu est-ce qu'il y a des carences, en faire, par exemple, des choses comme ça, c'est des choses qu'on pense pas forcément, et tu peux pas te complémenter, le faire, tu peux pas en prendre au cas où ça se prend pas comme ça. Je pense à ça, mais c'est peut-être autre chose. Mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à voir, et peut-être qu'on trouvera rien, et que finalement c'était peut-être juste du surmenage, et que voilà, il faudra peut-être encore voir un peu le calendrier des compètes, ou en tout cas vraiment encore plus adapter dans les entraînements avant, pendant et après, quoi. Donc et ça plutôt dans un schéma de suivi indiv, ou alors comme tu disais semi-indiv sur du... Ouais, on va voir cette année en fonction de comment Jules va pouvoir s'entraîner. Normalement ça devrait le faire encore cette année, mais après c'est une discussion qu'on aura à avoir. Mais voilà, là je pense sur le off-season on va pouvoir, vu que c'est quand même fait dans pas mal de directions, on va pouvoir quand même cibler pas mal sur ça. Mais après peut-être que oui, il faudra, comme dit, les suivis par Anto sur la nutrition, peut-être qu'il faudra être encore plus pointillé là-dessus, et à voir sur les entraînements s'il y a besoin pour préparer certaines échéances vraiment prévues. Comme on fait avec Clo, où on sait que sur les Mayhem, c'est programmé par Froning, on savait qu'il allait y avoir des legless, du GHD. Peut-être que voilà, si on visait encore plus haut sur la perf, peut-être qu'il faudra faire ce genre de choses-là pour Jules. Ouais. Et sur l'organisation, du coup, toi, ouais, c'était John et Hello. Et moi, d'un point de vue extérieur, j'étais en team. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. On avait une adhérente qui était juge également. Voilà, comme dans toutes les compètes, il y a toujours des couacs dans l'organisation en interne, mais bon, ils ont su gérer, en tout cas ne pas le montrer, donc ils ont bien géré de leur côté. Nous, le floor était bien. Alors le petit floor était vraiment petit pour le coup, mais en fait quand tu vois au début tu dis c'est vraiment petit, mais une fois que tu es dessus et que quand tu as tout le public autour, en fait c'est cool. Moi je préfère derrière, du coup séparé par un... Ouais, c'était vraiment dans une autre pièce carrément. 5-7, mais du coup là où tu faisais l'échauffement, tu avais la deuxième pièce. Là c'était fallait descendre. Ouais, là c'était carrément dans une autre pièce. Tu avais même l'autre floor pour le snatch. Bon, le snatch était peut-être un peu moins bien fait, c'était plus compliqué de voir les gens, mais vraiment le petit floor avec le rack, c'était vraiment super. Moi j'aime bien, je me rends compte que même si c'est pas énorme, tu vois, d'avoir les gens en proximité, t'avais une ambiance de fou, quoi. Donc ça, c'était cool. Voilà, après la prog en team, on s'est bien amusé.
Ouais, il y avait 2-3 trucs qu'on n'a pas trop compris, genre on avait un amat pour la HSPU et pas de plate à côté, du coup c'était un peu bizarre. Bon bah c'est comme ça et puis c'est tout, tu vois. Mais voilà, en vrai on s'est bien amusé avec la team, c'était chouette. Ah ouais, franchement leur gars j'ai trouvé ça cool, même la zone de warm-up qui est une zone de warm-up par floor, qui soit bien scindée. Franchement ça j'ai trouvé cool, il n'y avait jamais trop de monde dans les zones de warm-up, on avait toujours de la place et du matos. Donc ça je trouve que c'est déjà un truc important. Après est-ce qu'il y a eu des retards? Peut-être un peu, ouais, mais pas au final pas tant que ça. Moi, j'ai quand même trouvé ça vraiment cool. Et non, je crois pas trop qu'il y ait de quoi que pour nous. Et ouais, pour ce qui est du petit floor, moi aussi, j'ai vraiment kiffé. C'était bon, on passait que par 6, on passait que par 6. Donc ça faisait ouais, des petits hits. On avait peu de gens avec qui se comparer, mais au final, ouais, l'ambiance était vraiment sympa dessus, quoi. Ouais, même sur le live, c'est vrai que c'était le petit floor était sympa. Après, au French, c'était aussi un peu l'ambiance. Hein. Ouais. Moi, j'ai préféré l'ambiance du petit que le gros stade, quoi. On est jamais content, je crois. Ouais, on parlait du coup un peu du stress, de la nutrition. C'est vrai que du coup, tu en as aussi parlé, tu as fait un podcast que les gens peuvent regarder sur la chaîne. C'est vrai que tu dis, on entend souvent que tu as un peu du mal à manger le jour J, que du coup, est-ce que c'est lié au stress? Du coup, c'est des choses que tu travailles avec Anthony. Tu peux un peu nous en parler? Ouais, bah du coup, en fait, moi, là, c'est plus un secret, hein, je stresse quand même pas mal avant les compètes et je le sais. C'est encore un truc sur lequel je dois vraiment travailler. Je pense que stresser, tout le monde stresse toujours. Ouais, juste non, après, ouais, bien sûr, mais c'est juste que moi, ça impacte ma nutrition. Dans le sens où souvent, avant le premier WOD, j'ai du mal à manger. Mais là, au Marseille, ça a été assez différent, hormis à part le premier WOD. Avant le premier WOD, où j'ai réussi à manger qu'une banane et boire un peu d'électrolytes et de Vitargo et tout. Ben, j'ai vraiment réussi à manger tout au long du week-end. Donc ça, c'était vraiment un point positif des Marseille. Après, je pense que c'est un peu aussi dû au fait que, après ce qui s'est passé au premier WOD, entre guillemets, je me suis dit que j'avais plus rien à perdre, que j'étais juste là pour prendre l'expérience et donner tout ce que j'avais, jouer rien, entre guillemets. Donc, peut-être que c'est dû à ça, mais en tout cas, j'étais quand même content de pouvoir m'alimenter durant toute la compète et j'ai vu sur l'état de forme à la fin de compète que je perdais moins d'énergie que certaines compètes comme les 5-7 où là, j'ai pas réussi à manger trop entre les WOD. De toute façon, c'est vrai qu'en programmation, enfin en crossfit en tout cas, on en parle pas trop, mais maintenant dans les semi-marathons, les marathons, enfin même faire des plus gros trails, c'est sûr que l'alimentation c'est primordial, quoi. Au Tour de France, on a vu, je sais plus, 10 000 calories ingurgitées par jour. Ah ouais, c'est fou, hein. C'est énorme, quoi. C'est sûr que nous, je pense, dans le CrossFit, c'est peut-être un axe aujourd'hui qui est pas assez développé, ou alors peut-être vraiment les athlètes qui ont un gros suivi, quoi. Ouais. Non, mais là, en plus, avec Anto, il m'avait fait une petite programmation une semaine avant la compète. On a chargé les glucides, etc. Et on avait un peu adapté mon alimentation de d'habitude. Donc aussi pour mieux pour être plus en forme durant la compète. Et pour ce qui est du stress, il m'a dit que il a certaines connaissances et qu'on va peut-être pouvoir en discuter ensemble. Pour préparer les compétitions à l'avenir. Plutôt coach mental, ce genre de choses, c'est des choses que tu t'envisages? Ouais, mais en fait, j'avais déjà regardé. Après, franchement, les coachs mentaux, c'est quand même un sacré budget, hein, si on veut vraiment un suivi. Mais du coup, Anto me disait que lui a certaines connaissances, certains petits tips et tout. Donc, on va déjà essayer ça et voir si ça a du positif pour la suite. Et du coup, c'est quelque chose que tu as aussi quand tu es en team, parce que du coup, c'est vrai que tu as fait beaucoup de compétitions en team, tu commences à en faire pas mal en individu. Ouais. Du coup, je sais pas. Ouais, en team, c'est quand même différent. Forcément, j'étais aussi stressé et tout. Mais cette année, je l'étais plus parce que franchement, les affiches, j'étais avec deux costauds. J'avais pas non plus envie de les décevoir. J'avais pas envie d'être l'élément faible de la team, quoi. Donc, forcément, c'était un petit stress. Mais en indiv, c'est quand même pire parce que souvent en team, on fait plus les points où chacun bouge bien. Après, forcément, parfois, on n'a pas le choix. Mais voilà, en indiv, on peut pas se cacher. Faut vraiment être au top sur tous les WOD si on veut jouer quelque chose. Et donc, c'est un peu plus stressant, c'est sûr. Et toi, Luc, sur la nutrition, sur le stress, t'as des choses à... De toute façon, là, on vient des games. C'est en vrai, pour Claude, c'est un peu pareil, hein, surtout le matin. Elle a plutôt bien réussi à manger le vendredi et le samedi, mais le dimanche, c'était un peu, on en reparlera avec Claude, un peu la cata. Elle a pris son petit-déj et en marchant, elle a tout vomi. Elle a du coup attaqué son WOD, elle avait rien dans le bide. Le premier là, le dimanche, c'était lequel? C'était avec les HSPU et les Kobac, donc c'était compliqué. Et du coup, elle a réussi à prendre sa ration de récup entre le WOD 1 et 2, donc parce que ça s'enchaînait, je crois qu'il y avait 2 heures, donc c'est pas énorme. Je sais pas, ça va faire peut-être 500 cales. Donc 500 cales pour le deuxième WOD, et entre le 2 et le 3, la finale là, elle avait 30 minutes. Donc on est arrivé à l'heure, parce qu'il refaisait les vagues, donc elle descendait dans la deuxième vague. Et là, on dit, dans 30 minutes, tu dois aller t'échauffer. Là, tu peux pas manger un sandwich, quoi. Donc, elle a repris du liquide. Gel, voilà, donc elle a repris un gel, mais en calories sur la journée, en tout cas, entre le matin et la fin de la compète,
pas beaucoup, tu vois. Et le 3e jour, ça a joué, donc c'est compliqué, c'est sûr. Je sais pas, avoir essayé, on en reparlera. Peut-être est-ce que l'hypnose ça pourrait marcher, est-ce qu'on pourrait essayer. En vrai, il y a rien à perdre, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais, moi perso, je suis aussi stressé sur les compètes, mais j'arrive quand même à manger un peu plus et je pense que ça joue. Surtout qu'en plus la compète est longue et puis elle est exigeante, quoi. Donc je pense que ça joue aussi sur tout le week-end, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. On a parlé un peu avant de ta progression entre 2023 et 2024. Du coup, t'as aussi une année de césure cette année-là. Comment t'as vécu ça? Quel était le choix? Pourquoi tu l'as fait? Comment tu vois du coup l'année qui arrive, 2026? Ouais, bah du coup là l'an dernier j'ai fini, enfin en juin 2024, du coup j'ai fini ma licence et mon bachelor à l'UM Strasbourg. Et je savais pas exactement ce que je voulais faire pour l'instant, et en même temps j'avais envie de me consacrer pleinement au CrossFit. Donc voilà, moi j'ai la chance d'encore vivre chez mes parents, donc c'était un peu l'année où je pouvais me permettre de le faire parce que bah voilà, j'avais pas beaucoup de charges durant toute l'année, etc. Et du coup bah, j'ai pris la décision de m'investir 1 an à 100% là-dedans. Et pour l'an prochain, du coup, bah, je ferai un BPGEPS au Grillen avec Luc et Isa. Et voilà. Et toi, Luc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller un conseil ou pas conseil d'un jeune qui voudrait, c'est vrai que c'est toujours un peu maintenant, on se pose toujours la question. Bah ouais, de plus en plus, on voit que les jeunes tentent leur chance, tu vois, en se consacrant plus au CrossFit. Ouais, c'est difficile à dire, c'est sûr. En tant que parent, t'as envie que tes enfants, tu vois, ils réussissent. Donc, c'est sûr, moi, je sais que par rapport ça va dépendre aussi des parents, tu vois. Pour mes parents, par exemple, je sais que pour mes études, ben voilà, ils m'ont un peu plus poussé à faire telle chose et pas telle chose parce que justement, ils pensaient à l'avenir. Finalement, je suis quand même retourné dans le sport alors que j'ai pas fait des études de base dans le sport. Donc, de toute façon, t'as beau dire, après, c'est quand même si tu peux à l'enfant de choisir. Après, c'est pas évident, tu vois. Je pense que si tu as la chance de pouvoir le faire parce que bah, tes parents sont OK, etc., et ben, tant mieux, c'est bien. En vrai, tu as des jeunes qui font une année de césure pour aller, je sais pas, aux États-Unis, passer 1 an et bosser là-bas pour apprendre la langue. Bah, pour moi, ça, tu vois, c'est pas mieux ou moins bien que de prendre 1 an et de se consacrer au sport auquel tu es passionné. Donc, c'est top. Voilà, après, il y a des exemples de jeunes comme ça ça va leur permettre de passer un palier et on sait pas ce qui peut arriver plus tard. Peut-être que ça va servir. Et t'as des jeunes qui continuent en tout cas leurs études parce que ça leur plaît et qui prennent le temps ou en tout cas qui font avec, même s'ils peuvent pas s'entraîner autant qu'ils voudraient et qui arrivent quand même aussi à bien progresser. On est tous différents là-dessus. Je pense à Clo-Clo qui a gardé ses études et qui a quand même réussi à bien progresser. Après, peut-être qu'elle avait ce potentiel-là. Est-ce qu'elle serait allée plus vite si elle s'était entraînée plus? Je sais pas. Ça, c'était, je pense, un bon point qu'on a eu avec Vic et Clo à l'époque, c'est qu'ils ont pas fait trop de volume trop vite. Et je pense que c'est quand même bien. Après, ça a été progressif avec Jus. Ils s'entraînaient déjà très bien avant. Et là, avec les 2 sessions, ça a été cette année. Et puis, quand on sentait qu'il fallait prendre un peu plus de repos, on prenait un peu plus de repos. Ça, voilà, il faut quand même être à l'écoute, comme on en parlait avec Claude dans l'autre podcast. Donc ça, c'est aussi à l'athlète et au coach de pouvoir moduler. Il faut s'écouter. Mais voilà, s'il a la possibilité ou si les jeunes ont la possibilité de le faire, c'est vraiment top, quoi. C'est compliqué de gagner sa vie avec le CrossFit. Comment toi, tu vois les choses par rapport aux sponsors? Ouais, c'est pas évident. Là, les athlètes maintenant, en tout cas Chloé et Vic, ils ont des agents, donc ils ont des personnes qui prennent une commission sur les sponsors qu'ils arrivent à décrocher. Donc ça, c'est bien dans le sens où c'est pas quelqu'un que tu vas payer directement, c'est quelqu'un qui va s'occuper de toi, décrocher un contrat pour essayer, que chacun puisse en vivre. Donc voilà, est-ce qu'il faut se rapprocher de quelqu'un comme ça? Peut-être, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ou? Ouais, il y en a, mais c'est pas forcément des gens plus ou moins connus. Et puis, il y en a qui se lancent un peu parce qu'ils ont l'opportunité d'eux, mais c'est pas forcément leur domaine de prédilection. Après, il faut un diplôme, il me semble, non? J'avais écouté le podcast avec justement celle qui est avec Victor. Ouais. Elle disait qu'il y a quand même des diplômes, tu peux pas... Ouais, il faut s'enseigner en vrai. Je saurais pas les prérogatives, c'est ce qu'il faut une carte pro comme il faut avec le BPGEPS. Je crois que c'est ça. Ouais. Il faut regarder peut-être en France qu'il faut à se renseigner pour le coup. Mais en tout cas, oui, pour Jus, c'est sûr qu'il est à un moment où peut-être que ça lui permettrait peut-être de encore plus avoir une vision sur l'avenir pour faire que ça ou en tout cas en complément peut-être d'un boulot à côté.
et qu'il ait quand même le temps. Et pour avoir le temps, il faut avoir l'argent, parce que ça par l'argent à côté, c'est pas évident. Donc ouais, les marques françaises, se rapprocher des marques, c'est pas toujours évident, mais avoir avec juste quelque chose qu'on peut parler. Est-ce que c'est lui qui va y aller, ou se présenter, ou est-ce qu'on peut le faire? Je pense qu'il faudra passer peut-être par là pour commencer à décrocher quelques contrats. Souvent, c'est beaucoup de la dotation et peu des moyens, des revenus financiers. Mais voilà, on peut toujours négocier des choses. Finalement, si c'est de la dotation sur des habits, sur des compléments alimentaires, parce qu'avant on parlait du manque de nutrition, ouais. C'est sûr, si tu as une marque française ou n'importe qui sponsorise, ça te permet. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu veux bien t'alimenter en protéines ou ce genre de choses. Enfin, ouais, ça va bien. 200, 300 balles par mois. Ouais. Et du coup, si t'as pas cette somme-là à dépenser, tu peux l'utiliser sur d'autres choses, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça, voilà, on parlait du préparateur mental. C'est des choses que, voilà, au moins, c'est des dépenses que t'as pas à donner, quoi. Donc, ouais, à ma connaissance, en tout cas, il y a que Chloé Vic qui en vive à 100%. Il y a d'autres coachs ou athlètes qui sont au top niveau, au très bon niveau, mais ils font souvent des heures à côté de coaching ou un petit quelque chose à côté. Et après, tu as les influenceurs, mais ça, c'est encore différent. Parce que toi, Julien, du coup, c'est une volonté d'aller plus haut, je pense. Mais du coup, est-ce que cette année, tu vas compléter, tu vas continuer ton année de césure? Du coup, tu vas continuer pas parce que tu vas faire le BPGEPS. Ouais. En fait, moi, je pense qu'après, voilà, quand on fait de la compète, qu'on est jeune et tout, je pense que forcément, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Après, moi, je pense être quand même conscient de la difficulté que c'est de là vivre du CrossFit. Et je sais que si tu veux vraiment bien gagner ta vie, t'as peu de chances d'y arriver en CrossFit, même si c'est faisable, et certains athlètes le montrent. Après, pour ce qui est de mon année de césure, moi, je voulais juste rajouter un petit mot. Franchement, c'était une super expérience. Ça a permis de m'investir à 100% et tout, et vraiment consacrer tout, même en dehors du CrossFit, à ça. J'ai eu le temps de bien m'alimenter, me reposer, etc. Mais quand même, il y avait un petit point négatif, c'est que quand j'étais en cours et que je venais m'entraîner, le moment d'entraînement, c'était le moment trop fun de la journée, c'était le moment de, délivrance. Voilà, c'est vraiment mon moment cool. Et là, je kiffe toujours m'entraîner et tout, mais quand on fait que ça devient un peu, entre guillemets, la contrainte de la journée. Donc c'est pour ça que l'an prochain, ça me fait plaisir de refaire quelque chose à côté, avoir un peu une activité et tout, même si cette année, je me suis quand même obligé de toujours avoir un rythme, lever à la même heure, coucher à la même heure, etc. Les entraînements, c'était toujours à peu près aux mêmes horaires, parce que je voulais pas aller faire n'importe comment. Mais du coup, ouais, voilà, je pense que c'est ce petit point où quand on fait que ça, c'est notre contrainte, c'est plus trop le moment plaisir. Après, même si ça l'est aussi, mais ne voient pas comme ça, quoi. C'est sur les gens de l'extérieur. Ouais, mais c'est pour ça que moi, maintenant qu'il l'est fait, je l'ai vu. Alors que quand on a même rien qu'une petite contrainte à côté et qu'on vient s'entraîner dans le reste de la journée, c'est trop cool, quoi. À part si justement tu choisis que ce soit vraiment ça qui te fasse vivre, quoi. Et du coup, ton boulot est limite plus. Oui, mais bien sûr. Mais après, moi, ça devenait aussi une contrainte entre guillemets parfois, parce que forcément, quand tu fais une année comme ça, il y a beaucoup de remises en question. Il y a des moments où tu te dis en fait là, je pourrais utiliser tout ce temps pour faire d'autres choses, etc. Donc forcément, c'est sûr, c'est pas évident. C'est un moment de ma vie où s'il faut que je prenne des décisions de ce que je vais faire plus tard au niveau pro, qui auront un impact sur. Voilà, tout à fait. Donc il y a des moments où forcément je me dis en fait, les moments où c'était un peu plus dur, je me dis en fait, je fais peut-être tout ça pour rien. Et après voilà, ça c'est des petites périodes. Et après derrière, on se remobilise. Il y a des moments où ça va beaucoup mieux. On kiffe venir tous les jours s'entraîner parce que ça marche, parce qu'on n'a pas de bobo, parce que voilà. Donc finalement, je pense que c'est jamais pour rien, quoi. Dans la vie, tout ce que tu fais à n'importe quel âge, c'est quelque chose qui va te faire évoluer. Peut-être que dans 10 ans, tu seras plus du tout là-dedans, mais tout ce que tu auras fait là, tout le sacrifice, non, mais c'est sûr. Et même c'est des rencontres de fous dans toute la France. Franchement, je suis sûr que ça peut apporter énormément de positif, mais ouais, c'est sûr qu'après là, le faire sur plusieurs années, c'est pas évident. Il y a un conseil à un jeune qui voudrait tenter la même aventure? S'il peut se le permettre, que les parents sont d'accord et tout, pourquoi pas. Mais après, je pense que c'est quand même possible de faire quelque chose à côté, soit des études à l'université et tout. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans et c'est sûr que c'était pas évident parce que moi, je faisais des études à Strasbourg, je m'entraînais à Colmar parce que je voulais m'entraîner ici. Donc, avec les trajets et tout, ça faisait des grosses journées. Mais bon, j'arrivais quand même à m'entraîner 7-8 fois par semaine, je pense. Et on l'a vu sur les classements, c'est l'année où j'ai le mieux progressé comme ça. Mais après, ouais, franchement, si vous en avez l'opportunité et tout, et que vous voulez faire ça, let's go. Hein. Du coup, s'il n'avait pas fait son année de césure, il aurait peut-être jamais fait de BPGEPS, en tout cas pas maintenant. Et du coup, pareil, le BPGEPS, ça va lui donner aussi une autre ouverture. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'il kiffe coacher, puis qu'il a envie de coacher et de pouvoir s'entraîner à côté.
ou peut-être qu'il va se rendre compte que finalement il préférait ce qu'il faisait avant. Enfin, en fait, ça va lui permettre, ça va lui ouvrir d'autres voies et ça va lui permettre de prendre des choix après, quoi. Dans tous les cas, ouais, c'est des rencontres et du coup peut-être des opportunités, peut-être qu'on va lui proposer un job, j'en sais rien, aux États-Unis dans une box et tout. Enfin, tu sais jamais, mais ouais, du coup ça réouvre d'autres champs, quoi. Dernier petit point avec Julien pour savoir qu'est-ce que tu as prévu pour le reste. Alors on dit que la fin de saison elle est quasi, enfin, c'est pour plein de gens elle est terminée maintenant. On parle beaucoup d'off-saison, on en parlera après avec Luc. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as? Je sais que tu as encore prévu peut-être les Mayhem, tu peux nous en parler un peu? Ouais, bah là, du coup, moi, j'ai pas encore repris l'entraînement depuis les Marseille. On est à peu près à 2 semaines post-Marseille. Je suis parti un peu en vacances, j'ai décidé de couper. Là, ce week-end, on fait un entraînement avec ma team des Mayenne. Donc, il y a Léozé, Maya, Laloche, la copine de Victor, et Charlotte Boulanger, qui vient d'Annecy. Donc, ils viennent tous ici ce week-end pour s'entraîner. Il y a Luc et Isa aussi qui font une team, du coup, pour qu'on puisse s'entraîner tous les 8. Donc, ça va être sympa. Et enfin, Luc et Isa ne font pas les Mayenne, mais ils veulent, on en profite pour s'entraîner tous ensemble ici. Donc, voilà, on a les Mayenne, je crois que c'est au mois d'octobre. Et après, pour finir la saison, normalement, on ferait peut-être aussi les Kanda avec Diego Calderon et Matteo Charrier. Si Matteo, ça va mieux le coup d'ici les qualifs qui sont fin août, je crois, au début septembre. Donc voilà, c'est les 2 petites compètes en team. Je fais que de la team là pour la fin de saison parce que on va s'attaquer au off-season. Dès que je reprends, je crois que c'est vers le 18-20 août, comme ça. Ouais, vers le 18 août. Donc moi, je ferai mon off-season et je serai peut-être un peu moins en forme pour les compètes, mais vu que c'est en team, ça ira quand même. On bougera quand même à l'entraînement. Donc on en parlait un peu avec Luc sur un autre podcast. C'est vrai que du coup, l'off-season, quand tu as un certain niveau, tu peux te permettre de travailler sur du strict ou faire des choses, tu pourras peut-être un peu plus nous en parler. Ouais, là, comme dit, Jules, il a des points forts, puis il a des points qu'il doit encore améliorer, comme tout le monde. Et donc, du coup, faut profiter de ce temps-là. Et j'ai toujours des gens qui me disent, ouais, mais j'ai des compètes. Oui, mais si, en fait, tu t'entraînes que pour les compètes, tu progresseras pas assez pour combler ce déficit-là. Donc, il faut accepter soit pas en faire, ou soit d'en faire en team. Et voilà, ils viseront quand même de toute façon au haut du panier. Alors oui, est-ce qu'au lieu d'être à 100% de ses capacités, il sera à 95%? En vrai, en team, déjà, ça se voit un peu moins, je pense. Et puis, ça permet quand même de garder cet aspect plaisir qui est aussi important. Je pense pas qu'il peut être justement à 105% parce que du coup, il aura moins de stress, moins de charge d'entraînement. C'est possible aussi. C'est sûr qu'en y allant comme ça, il sera peut-être moins stressé. Et tu as des profils sur des gens avancés comme Julien, même s'il fait un peu moins de gym, il fait moins de handstand, le jour où il y aura du handstand, il sera aussi bon. Donc au final, ça sera un bon podcast à faire sur comment est-ce qu'il s'est senti après, malgré, entre guillemets, une programmation qui sépare un peu plus ses modalités, et peut-être qu'il se sentira mieux. C'est sûr que pour la team, en tout cas, je pense que ça se verra pas. Peut-être que oui, en indice, ça pourrait se voir, mais comme dit, là, c'est pas le cas. Donc franchement, je trouve ça cool, et puis on adaptera ce qu'il faut en fonction de son ressenti, quoi. Okay. Pour terminer sur ce podcast, Luc, tu peux nous parler des actualités de Mjolnir pour août? Ouais, du coup, Jules en a parlé là. Il y a le off-season du coup le 18 août, qui est déjà dispo dès maintenant sur une prog à part. Mais pour les personnes qui font compete, eux, ils finissent le cycle ou alors ils sont en repos et ils attaquent le 18. Donc ça, c'est dispo. Combien de temps le off-season? 15 semaines, donc 4 mois. Donc si tu commences le 18 août, tu finis mi-décembre. Après, il y aura une petite deload, c'est Noël, et puis on commencera en janvier, quoi. Si tu le reprends, si quelqu'un veut nous rejoindre en septembre. Il finira fin décembre, du coup, tu vois. Donc, s'il commence en octobre, c'est 4 mois, quoi. Si tu prends compète en septembre, tu vas commencer le off-saison du début. Si tu prends ouais, tu vas suivre, tu vois. Donc, c'est pas fixe. Donc là, il y a 2 choix possibles pour ceux qui prennent compete. Et je discuterai avec eux. Est-ce qu'ils veulent faire que 2 cycles sur les 3 du off-season? Ça peut le faire, hein. T'as des gens qui n'ont pas forcément envie de se taper 4 mois, je peux comprendre. Et des gens qui veulent nous rejoindre en septembre ou en octobre, mais qui veulent tout faire, je les renverrai vers la prog fixe, justement, qui est à côté. Okay. C'est pratique pour ça, comme ça convient à tout le monde. Donc, que t'as changé par rapport aux années précédentes. Ouais, c'est ça, où du coup, c'était que dans la prog fixe, je crois, et du coup, j'adaptais un petit peu, mais les compete étaient différents. Là, du coup, alors c'est pas évident, parce que j'ai des gens qui n'ont pas forcément envie de faire trop de off-season. Du coup, c'est pour ça que dans les aspects cardio, j'ai mis soit du rameur, soit du run, soit du haut crossfit. Donc en vrai, si tu veux continuer à faire du crossfit, tu peux, mais ce sera quand même un peu plus accentué quand même sur du renfort. Mais ça, je pense que ceux ou celles qui veulent faire de la compète, ils sont quand même conscients qu'il faut passer un petit peu par ça, quoi. Julien, peut-être un petit rappel sur des codes promo. Ouais. Du coup, il y a un petit code Julien Mjolnir avec lequel vous bénéficiez de 20% sur les 3 premiers mois de la programmation. Et il y a aussi Julien 5 avec lequel vous avez 5% sur la boutique en ligne de Mjolnir. On le mettra en bio. Voilà. Allez, merci. À la fin.
Ouais, c'était trop bien, franchement. J'espère que les lumières ont bien rendu. C'est top d'avoir Julien. Si vous voulez avoir d'autres athlètes comme ça, n'hésitez pas à nous demander. C'est avec grand plaisir. On est preneur de toute idée. Merci à tous. Merci. Ciao.